Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes. Comme vous avez pu le voir, j'ai quelques petits problèmes de stream, alors je me permets de ne pas m'abattre et de vous faire une petite vidéo. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec les annonces micro et macroéconomiques capables tout simplement d'impacter le trading. Si vous avez des questions, cette fois-ci, vous pouvez les poser. Elles ne seront pas en live, mais moi, promis, j'y répondrai. Les premiers, c'est qu'on va avoir quand même, on va continuer un petit peu avec les indices de prix à la consommation, les IPC, donc annuels, qui sont importants, d'accord, de novembre par exemple pour la Grande-Bretagne, et bien sûr les IPC annuels à mise à jour novembre pour nos amis l'Europe. Ça va être des stats importantes et surtout je serais curieux de voir que ça n'augmente pas en Europe. Ça me paraît être un petit peu bizarre ou un petit moment de stabilisation. Les deux autres annonces, ça va être la Fed avec la FOMC qui vont parler des taux directeurs et surtout Powell qui va essayer de rassurer les marchés. Clairement, les taux d'intérêt, les taux directeurs, les taux d'intérêt à 10 ans, c'est aussi important finalement que si vous avez un crédit. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On fait marcher la planche à billets en façon vraiment très puissante, ok? Ça c'est clair et net. Et finalement, cette planche à billets, chacun des billets qui est imprimé n'est pas un billet qui est gratuit, c'est un billet avec un taux d'intérêt. Alors des fois il est légèrement négatif, c'est-à-dire que vous empruntez 1 euro, mais vous ne devez pas rembourser 1 euro, vous devez rembourser 99,5. Donc, tant mieux pour vous. Et des fois ils sont légèrement positifs, 0,25. Donc là c'est exactement pareil, mais légèrement positif. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on a tellement de dettes, ok, quand ça fait 300 fois le PIB, au bout d'un moment il faut se poser la question, c'est que tous les mois, même avec des taux d'intérêt qui sont très bas, on doit quand même rembourser énormément d'argent. Alors certes, beaucoup vont vous dire oui, mais c'est une ligne comptable, on peut la supprimer. Oui, on la supprime, mais il y a quand même quelqu'un qui la rembourse et sous forme de taux d'intérêt. C'est comme sur votre maison, vous empruntez 100 000 pour une maison ou pour un appartement, pour vivre tout simplement, et vous devez rembourser par exemple 500 € par mois. Votre loyer, votre salaire, on va dire qu'il est à 1005, donc vous remboursez un tiers de votre salaire. Tant mieux. Et qu'est-ce qui se passe si on augmente ce taux d'intérêt? Si on augmente ce taux d'intérêt, c'est plus 500 € que vous devez rembourser, c'est 600, 700, 800, et plus on augmente, voilà. Mais si maintenant, c'est pas 100 000 que vous devez rembourser, mais 1 million, ou même 100 millions, on s'en fout, c'est juste pour vous dire. Ça va être de plus en plus compliqué à rembourser, parce que là, c'est plus 500 € que vous devez rembourser par mois. C'est déjà 1400. Donc si on bouge d'un tout petit pougnème les taux d'intérêt, tout le château de cartes se casse la gueule. Donc ça va être sympa de regarder ce qui va se passer. En tout cas, c'est déjà arrivé en 2018, par exemple, ça s'est cassé la gueule. Le Nikkei a fait moins 10% instantanément, donc ça va être une stat très importante à regarder. Ok? Pareil, la BCE, même si moins influente que la Fed, d'accord? Donc notre banque fédérale européenne, jeudi 16, 13h45, à regarder. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur les indices avec ces graphiques en données hebdomadaires, je vous le rappelle. Alors, la donnée hebdomadaire, enfin, si mon PC veut bien vous afficher. Pourquoi la donnée hebdomadaire? Tout simplement parce que hebdomadairement parlant, c'est très important la bougie baissière qu'on a eue. D'accord? Cette bougie baissière, ça y est, ça commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Cette bougie baissière, elle est ici, d'accord? Donc je vais enlever tous mes indicateurs. On fait juste un Fibonacci. On est sur le DAX et c'est super important pour moi. Pourquoi? Parce que regardez, on est pile poil entre 61,8 et 50% de Fibonacci. Alors là, je l'ai tracé à l'arrache, mais c'était juste pour vous montrer. En plus de ça, on est en fin d'année, alors ce que je vous avais expliqué, c'est qu'il peut y avoir des rallyes, on ne sait pas encore la direction du rallye. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est dans une excellente année, et donc le rallye peut être baissier, mais pour le moment, il n'a pas débuté. Je vous le dirai quand il commencera, il n'a pas débuté. Pour le moment encore, tout fonctionne, le chartisme, les indicateurs, etc. Le truc, c'est que du coup, pour moi, on est en fin d'année, donc il y a des chances que la volatilité s'estompe un petit peu. Donc il faut faire attention et pas se faire... en fait, pas rester devant les écrans à cliquer comme des fous. Et donc, au lieu de faire ça, on va prendre des plans un petit peu, même en intraday, qui sont un petit peu plus faibles. Ici, par exemple, en données 4 heures, on est sur le DAX, toujours. En 4 heures, vous prenez les bandes de Bollinger, regardez les bandes, elles sont littéralement plates, elles commencent justement à montrer qu'on est dans une zone qui est un petit peu moins volatile. Vous avez une bonne basse ici, d'accord, et une borne haute, excusez-moi, comme ceci. D'accord, donc ça fait 15 800 en haut à éditer tous les jours, hein, d'accord, 15 750 et puis en bas, bien sûr, une zone un petit peu plus grande, 15 562, 15 500, ok. Et là-dedans, vous tradez, franchement, voilà, vous insistez pas trop, mais vous pouvez trader comme ça parce que le jour où ça cassera, forcément, là, j'aurai tort sur ce plan, n'empêche que ça
Même chose sur sur notre ami le Dow Jones, s'il veut bien l'afficher bien sûr. Sur notre ami le Dow Jones, je vais couper tout ce qui est internet, absolument incroyable, ces bugs internet. C'est exactement la même chose sur le Dow Jones et le Nasdaq. Et d'ailleurs, je crois que le Nasdaq est tout de suite en position au moment où je vous fais cette vidéo, donc il ne faut pas hésiter vraiment à le regarder. N'oubliez pas d'allier aussi le chartisme à nos indicateurs, c'est quand même super important, et ça nous donne une zone. Alors là, je sais ce que vous allez me dire, ouais, c'est pas très plat, Antonin. Oui, mais je pense que si ça y va, ça sera une zone premium. On peut même déjà commencer à regarder un petit peu du côté du Dow Jones. Celui qui m'intéresse le plus, c'est du côté du Nasdaq. Nasdaq, on est en train de le faire, on est non seulement sur les moyennes mobiles 50 périodes 4 heures, et en plus les bandes basses de Bollinger, et on est dans une tendance de fond, clairement, l'année dernière, la semaine dernière, c'est celui qu'on a acheté plusieurs fois, d'accord, ici ma position acheteuse, on est en train de tester la zone 4 heures, pour moi c'est tentable, pour aller regarder les 16 500, d'accord, donc le haut des bandes 4 heures, et puis espérer que ça nous casse pour aller chercher ces 16 600, qui est notre swing de la semaine dernière, ok. Du côté des actions, je ne vais pas trop insister, je ne sais pas s'il va vouloir me montrer le graphe, c'est surtout ça, c'est FDJ, d'accord. FDJ, données journalières, on enlève nos indicateurs, on a, tout simplement, on peut couper FDJ. Alors FDJ, c'est un plan que je vous avais échangé il y a peut-être 3-4 mois, la tendance primaire était clairement haussière de chez haussière, donc c'est un plan qui était intéressant d'essayer de trader dans la tendance, avec une petite subtilité, je vous la remontre, boum, on était ici, ok. Donc ordonnée hebdomadaire, s'il veut bien me l'afficher. Je sais pas pourquoi je joue avec les unités de temps, ça sert à rien. J'ai pas internet en fait, je sais pas pourquoi. Ça me gonfle parce que j'ai quand même une internet professionnelle, ok. Je paye un prix fou pour cet internet, redondé, tout ce que vous voulez, et j'ai la fibre et ça bug, donc ça m'énerve totalement. Donc je vais vous le faire à la main. On avait une tendance qui était vraiment très haussière, Française des Jeux, domaine du jeu, CAC 40, cotation nouvelle, d'accord. Donc je vous le montre ici en données hebdomadaires et on ne bougera pas d'unité de temps. C'est-à-dire qu'on avait clairement depuis sa sortie une grosse tendance, et là ce qu'on avait repéré depuis juillet 2020, une grosse tendance. Plusieurs fois je ne l'ai pas pris, et puis là je me suis dit, ah ouais là quand même ça vaut le coup de l'avoir pris, on a eu une surhausse, mais finalement c'était une cassure. Le piège évident dans ce genre de trendline, c'est que le cours, je vous le rappelle, et vous ne faites pas voir, c'est que le cours, la trendline, et c'est pour ça que je vous dis d'utiliser plus souvent les niveaux horizontaux, c'est exactement la même chose sur les niveaux horizontaux, c'est que le cours peut seulement décaler, c'est-à-dire qu'on a une prise, d'accord, voire même on va tester les derniers plus bas, mais finalement on continue notre tendance haussière à l'inverse de la trendline, et ça nous donne quand même une belle trendline, une belle tendance haussière, avec pas forcément de remise en cause de celle-ci. C'était exactement ce qui s'était passé ici, d'accord. Puis finalement, donc je vous ai dit, on prend position, puis pour essayer de soit couler, reprendre la trendline de ce côté-là, soit carrément la reprendre de l'autre côté. C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. On arrive sur les zones d'invalidation. J'ai donné le plan, j'ai donné la solution, puis on va reprendre sur des unités de temps beaucoup plus grandes. Par exemple, les 32 qui me paraissent être un point très intéressant sur finalement Française des Jeux, on est ici en données hebdomadaires, donc ça sera peut-être le prochain niveau à affiner, d'accord, au fur et à mesure du temps, mais une alerte sur les 32, 33 me paraît être pas déconnant pour essayer de reprendre Française des Jeux. La deuxième qui m'intéresse et qui me paraît être pas mal, la pépite à suivre sur finalement les semaines à venir, c'est Coinbase. Coinbase, donc ici en données hebdomadaires aussi, je vous avais dit, c'est intéressant. On avait essayé de choper un achat par ici, je vous avais raté parce que pourquoi? Moi je voulais attendre un petit peu 220. On voit que le monde des cryptos corrige, donc forcément c'est logique que Coinbase aussi. Donc je vous propose de reprendre position si on arrive vers les 230 cette fois-ci. Je me ferai pas avoir, d'accord, 230, on se met une alerte sur 230, et si ça y revient, on y revient. Ok, c'est parti. Maintenant, du côté du Forex et des commodités, on va parler déjà de notre dollar, quoique si c'est vraiment aussi faible que ça, j'ai vraiment une internet de moule, donc on va tout de suite passer sur l'euro USD. On a un léger rebond du dollar, amenant finalement l'euro USD et l'euro yen japonais à la baisse. Mais il faut savoir que sur les plans swing que je vous ai partagés la semaine dernière, on va garder exactement les mêmes, et on va regarder nos bandes de Bollinger 4 heures. Ok, c'est sur celle-ci qu'on s'était appuyé pour prendre nos ventes euro yen japonais, euro USD, et ici je vais vous montrer le graphique, non en fait, si c'est bon ça marche, ouais, le graphique ici euro USD, donc position ici,
On avait notre TP1 ici, je vous avais donné j'avais donné un TP2 à l'équipe Ultra Bourse un petit peu plus bas, par exemple ici, d'accord? Et j'étais même repassé ce TP parce qu'on l'a pratiquement eu en données journalières, j'étais même repassé sur un plan Take Profit 3, c'est-à-dire que je me suis permis d'augmenter d'unité de temps, données journalières, c'est pas un problème vu qu'on avait déjà pris un Take Profit 1, pour essayer d'accompagner finalement cette baisse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il reprend sa moyenne mobile 50 périodes, mais c'est pas grave, le plan est à break-even de toute façon, donc au pire on sera sorti flat. Ce que je vous propose de regarder, c'est tout simplement ces courbes, hein, d'accord? Regardez ici, on a une belle zone chartiste qu'on peut étendre sur des unités de temps beaucoup plus hautes, boum, qui nous donne finalement un plan, une zone 4 heures en haut, une zone 4 heures en bas pour le moment, ok, et moi j'accompagnerai plutôt les ventes parce que on a un actif qui est baissier, d'accord, donc je vais rester en 4 heures, mais on est clairement baissier, et là oui effectivement on est plus en train de range, mais je vous rappelle que finalement, généralement on regarde dans un range la tendance d'avant qui est baissière, donc il y a plus de chances qu'on casse par le bas, et donc du coup, en plus c'est fondamentalement bon par rapport au dollar. Euro-yen japonais, exactement pareil, mais plus dans une zone intermédiaire. Je vous remonte ici, tout sans les bandes de Bollinger. Ici, 4 heures. On avait pris une vente ici, donc qui est très bien engagée. On va viser les 127.5. Ok, sans aucun souci. On a déjà pris un Take Profit 1, donc le plan est à break-even, donc le stop loss à son cours d'entrée. Et on voit que les bandes de Bollinger, ici, commencent à se rétrécir, c'est vrai, mais du coup, peut-être qu'elles vont être poussées par le haut, et à 129, vous voyez qu'on garde les bandes de Bollinger. Celui qui m'intéresse aussi, c'est le WTI, voilà. WTI, comme je vous ai dit, en fait, la zone a marché aujourd'hui, mais pas de chance, j'attendais un tout petit peu plus bas. J'attendais en fait ici, maintenant. Pourquoi? Tout simplement, bande de Bollinger 4 heures. Moyenne mobile 50 périodes. Vous avez vu que je suis beaucoup plus prévoyant, je descends pas sur des unités de temps trop horaires, et je pense que je le ferai pas, sauf éventuellement pour des petites séances de scalping et montrer un petit peu à l'équipe Ultra Bourse des petites séances de scalping en horaire, mais clairement la volatilité est un petit peu moindre. Le but du jeu du WTI, c'est de l'espérer à la hausse jusqu'à janvier, et à janvier, n'oubliez pas, on regardera la réunion de l'OPEP. Alors c'est parti. On va finir cette émission, ça fait déjà 12 minutes que nous sommes ensemble, avec le Bitcoin, avec un seul graphique et des niveaux d'invalidation. Le Bitcoin, j'ai prévenu toute l'équipe Ultra Bourse vendredi, j'ai dit, bon, je suis pas trop serein, on est quand même dans des situations pas terribles, je vais attendre la clôture hebdomadaire, donc du coup dimanche, voir si on est capable de clôturer au-dessus de 50 000. Alors on a clôturé sur 50 000, je suis dégoûté. Franchement, franchement ici, je vais regarder, on va quand même clôturer. On a clôturé mais sur 50 000, d'accord, sur mon graphe, comme quoi le chartisme, et derrière ça retrace. Et du coup, ce matin, j'ai annoncé la triste nouvelle de couper la première cartouche. Vous vous rappelez, je mets toujours 2 cartouches par plan, quoi qu'il arrive. Et là, les cryptos, c'était pareil, sur l'investissement, j'ai mis 2 cartouches. Une cartouche sur les 58 000 du Bitcoin, et une cartouche sur les 50 000. Ok, voire même un peu plus bas, 44 000, 46 000, ça dépend quand est-ce que vous êtes levé ce fameux samedi, ok. La deuxième cartouche, je ne la regrette pas, et je pense que je la regretterai pas, à moins que le Bitcoin descende à 30 000 et nous fasse vraiment larver. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que là, il y a un marché qui manque de jus, et je vais couper la première cartouche que j'ai mis à 58 000, que j'ai peut-être mis un peu trop tôt. Et je vais pas tout couper, d'accord. Ce que je vais couper, c'est EGLD, Engine, DOT et FTM. Alors, on va débriefer tout ça ensemble. Engine, la première, qui est que je ne regrette pas. Pourquoi? Engine, clairement, monde du métaverse, d'accord, plus finalement du gaming. On a vu qu'il y a eu une extraction en données hebdomadaires absolument folle avec énormément de volume, et là elle corrige pas mal. Elle, vu qu'elle est jeune et vu qu'elle est pas fortement cotée, qu'on a pris énormément de bénéfices sur Mana, je vous rappelle, et qu'on est toujours sur Mana, hein, je n'ai pas dit de couper Mana, du coup je vais couper pour espérer reprendre un petit peu plus bas. Alors, ça serait vraiment beau, d'accord, j'y crois pas. En fait, ça sert vraiment à rien que je change d'unité de temps, quoi. Je peux même pas vous montrer une petite bande de Bollinger, c'est incroyable ça. J'ai jamais eu un internet autant de merde,
ça va être assez handicapant, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Engine, globalement, je pense qu'on va pouvoir la reprendre un petit peu plus bas. Alors, vous allez me dire, bah, c'est pareil pour Sund et pour Mana. Oui, mais Mana, on est déjà en position depuis très 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 bas, finalement, donc ça sert à rien, finalement, de s'exciter. Et Sund, pour moi, c'est une qui a profité de la volatilité, et on s'est positionné, si vous m'avez suivi, beaucoup beaucoup plus bas. Donc pareil, on a quand même pas mal d'avance. Voilà, Engine, j'aime pas du tout la corrélation combo en daily de mes bandes basses de Bollinger, c'est pas grave, surtout que c'est qu'on arrive au niveau d'invalidation, et surtout c'est que je pense qu'on pourra les prendre une fois sur les deux, voire même un petit peu plus bas, d'accord, sur les deux, on verra sur 1.5, je sais pas si elle nous redonnera les 1, mais en tout cas c'est ça. DOT, alors DOT, c'est qu'elle me déçoit. DOT, je vous rappelle que à cette date-là, là, vers le début novembre, il y a eu la sortie, la mise en service des parachains. Pour moi, c'était le signe qu'on allait sur les 75 $, voire même les 100, d'accord. J'étais vraiment prêt à amener Polkadot sur les 100, parce qu'on était en train de casser les 50, que c'était très joli de façon graphique, mais derrière, c'est celle qui a le plus retracé. Donc, si vous êtes positionné avec moi, ce serait plus vers les 38-40, néanmoins, je la coupe maintenant. Pourquoi? Parce que du coup, elle va moins m'intéresser. En fait, je me suis peut-être fait avoir par, et je vais charger du coup pendant ce temps-là, FTM, le dernier graphique, d'accord. Clairement, je me suis peut-être fait avoir sur un truc avec finalement DOT. DOT, je l'avais laissé tomber pour plusieurs choses. Tout simplement, côté graphique, en fait, je la trouvais en retard. Je m'explique. Première génération de crypto-monnaie, Bitcoin. Deuxième génération de crypto-monnaie, Cardano, voilà, avec des problématiques qui leur sont propres à chaque fois, d'accord, mais qui répond à des problématiques de la première génération. La deuxième génération, c'est ce qu'elle a fait. La troisième génération, c'est ce qu'a fait. Polkadot, c'est une crypto-monnaie de deuxième génération qui est avant-gardiste. Je trouve que le projet est très intéressant. Le projet, c'est de dire qu'en gros, une crypto-monnaie pour rallier tous les mineurs ensemble. Alors forcément, il faudra quand même des valideurs de Bitcoin, mais en fait, on part du principe que de toute façon, le Bitcoin, il a 7 transactions par seconde, donc il va consommer un flux de mineurs globalement constant. On n'a pas besoin d'avoir énormément de mineurs, mais il y a d'autres crypto-monnaies qui en demandent énormément, quoi. Type Ethereum pour éviter les conjections réseau. Donc pourquoi pas répondre, au lieu de conjectionner un réseau, puis un autre, puis un autre, puis un autre, diriger les mineurs là où il faut et réduire le phénomène de conjection et réduire finalement les problèmes d'interopérabilité des blockchains. Je trouve que le projet est extrêmement intéressant. Le truc, c'est que maintenant, avec les crypto-monnaies, disons, de génération 3, type Solana, Avax, EGLD justement, où est-ce que se trouve Polkadot finalement? Est-ce qu'elle n'est pas en retard par rapport à ces générations? Et en plus de ça, je trouvais que la roadmap, désolé de vous dire ça, n'était pas très claire jusqu'à la sortie des parachains. Et du coup, j'avais tendance à le laisser un petit peu plus de côté, parce que c'est ce que je vous ai expliqué. C'est pas parce qu'on aime un projet qui va péter. Il y a aussi le côté, est-ce qu'il y a un volume intéressant? Et clairement, je trouvais que le volume n'était pas forcément très intéressant. C'est pour ça que Polkadot, je coupe aussi. Et la dernière, c'est FTM, c'est juste que graphiquement, elle est pas belle. En gros, là, on est en données journalières, hein, c'est pour ça. En gros, je la trouvais très belle ici, mais vraiment très très belle. Franchement, la cassure des 1 $ est juste magnifique. On fait un pullback derrière, juste magnifique aussi. Et derrière, on repart pour un nouvel ATH. Et là, du coup, phénomène de balancier, par exemple. On va prendre de quoi faire un phénomène de balancier. Du coup, on était de 1, on va chercher les 1. Donc ça veut dire que, enfin les 2, d'accord. Et donc les 2, on va jusqu'à 3, ok. Et on va chercher jusqu'à 3. Graphiquement parlant, chartissement parlant, elle est juste magnifique, ok, ça c'est clair. Mais là, depuis, il y a une baisse de la volatilité, et du coup, on retrouve à des niveaux qui, pour moi, disent, ok, c'est pas grave, je me suis trompé, je reviendrai dessus. Vous voulez des pépites? En fait, il y en a des pépites, parce que si on regarde les pourcentages du monde des cryptos, il y a FTM qui fait moins 10%, d'accord. On a des cryptos qui font, US par exemple, moins 12, d'accord, c'est toujours 1.4, c'est toujours une pépite. Et puis on a des cryptos qui sont capables de faire finalement des mouvements journaliers assez fous, type rose, d'accord, où les investisseurs continuent finalement. Alors ça, c'est la bougie journalière, vous avez dit elle est pas belle, ouais, mais elle est quand même montée à 0,34. Donc clairement, il y a des petites pépites comme ça journalières. Moi, je pense que le refait d'avoir repris un petit peu plus de liquidité, donc là, je dois être à 40% à peu près tout simplement d'exposition sur les marchés, d'avoir repris 60% de cash, me permet de me dire, ok, c'est pas grave si Bitcoin passe à 40 000 pendant Noël, on aura de quoi finalement, la cartouche que j'ai enlevée d'un côté, je la recharge et je m'apprête à tirer.
Voilà, j'en ai fini avec cette émission. Vous avez compris, si vous avez des questions surtout, vous n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous mets un petit timer pour que ça soit plus simple entre le monde de Forex, crypto, etc. Comme ça, vous n'hésitez pas à regarder ça. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo en espérant que mon ADSL se soit littéralement stabilisé parce que sinon, ça va être compliqué. Je vous ferai des petites vidéos comme ceci. Montage bien sûr, et voilà, on se retrouve très rapidement demain, 18h00 pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao.